Mais c'est très étrange parce que à la fois il y a au fond une confiance qui dit tout va bien se passer cette fois-ci et que ça n'empêche pas d'avoir des accès de panique à des moments où je sens déjà mon bébé, mais où un soir en me couchant, je sais pas, il y a pas de mouvement, je sens pas et en un instant tout s'emballe et c'est la panique qui revient et on s'écrit le scénario d'un départ aux urgences et d'une mauvaise nouvelle et de rebelote, on recommence, etc., etc. Alors que tout va bien et qu'on peut continuer d'avoir confiance. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. J'ai rencontré Anne en février 2022, 6 mois après la perte de son petit garçon, Joseph, né sans vie juste avant le terme de sa grossesse. Anne a raconté son histoire dans un épisode que vous pouvez réécouter, il a été rediffusé la semaine dernière, c'est l'épisode 143. Durant les 3 années qui ont suivi, la vie a continué pour elle, son mari et leurs 2 filles aînées, Charlotte et Agathe. Elle a compris qu'elle ne s'en remettrait jamais vraiment, mais que la tâche allait s'estomper, ce sont ses mots, pour s'intégrer dans le tableau. Aujourd'hui, elle trouve que ce tableau est beau, avec cette blessure et aussi un peu grâce à elle. Elle se sent chanceuse et reconnaissante de cette famille au complet. Comment on vit avec le souvenir d'un bébé né dans le silence ? Comment on construit sa famille ? Comment on grandit à l'aune de cette terrible douleur ? Que garde-t-on et comment cultive-t-on la mémoire d'un fils au milieu de 4 filles ? Parce qu'après Joseph, 2 petites sœurs sont nées, Alban et Colette. Je retrouve donc Anne aujourd'hui, entourée de cette tribu de filles, toujours aussi louve, souriante et heureuse, pour parler de ce chemin vers l'acceptation. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Marine. T'as déjà les larmes aux yeux. Oui, j'ai les larmes aux yeux, rien qu'à l'introduction. Merci de m'accueillir une deuxième fois. On était toutes les deux un peu en sanglots, je l'ai écouté. Absolument. Mais lumineux. Mais lumineux quand comme même, je dis toujours. On essaye toujours. Donc ce sont des retrouvailles aujourd'hui. Absolument. Une façon un peu de boucler le récit que tu m'avais fait il y a 3 ans. Ouais. Donc je commence par te demander comment tu vas. Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal, ça va même assez bien. Une bonne rentrée. Ouais, on est en septembre. C'est ça, on est en septembre, une bonne rentrée, tout le monde à sa place, tout le monde en forme, ça va bien. Rappelle les âges de tes 4 filles. Alors on a Charlotte qui a 9 ans, Agathe qui a 8 ans, on a Alban qui a 2 ans et demi presque, et on a Colette qui a 10 mois. Donc on en a 2 à l'école primaire et 2 à la crèche. Exactement. C'est costaud on quand a même. 2 binômes. T'as l'air bien en forme pour une maman de 4 enfants. Ah bah écoute, c'est pas tous les jours comme ça, mais on fait ce qu'on peut. Ouais, t'as quand même toujours le sourire. Je parlais de boucler une boucle et toi tu m'as parlé de traces et d'archives même pour tes filles, comme une façon de montrer que l'histoire finit bien, de pas rester sur cette année difficile quand même, l'année 2021 et l'année 2022. Et parce qu'aujourd'hui, tu disais que tu te sentais comblée, est-ce que tu peux revenir sur cette idée d'archive aussi pour tes filles ? Ouais, écoute, ça me semblait important, comme je l'avais fait grâce à toi la première fois, de laisser une trace de ce qui s'était passé et de comment on l'avait vécu au moment où on a fait, enfin comment je le vivais au moment où on a fait l'enregistrement. Ça me semblait important de laisser cette trace pour les grandes à l'époque. Et aujourd'hui, la famille s'est encore agrandie et ça me semble tout aussi important de leur montrer que tout va bien aujourd'hui. Que la vie a évolué, que la famille a grandi. Et ça me paraît important pour les petites aussi, pour les grandes de voir cette évolution et pour les petites aussi de comprendre dans quel état on est, dans quel état d'esprit on est aujourd'hui, sans le moindre regret en fait. On vit pas dans le regret. Exactement. Et c'est surtout important. Qu'elles aient pas ce ressenti-là. Exactement, c'est important. Ça me semble important pour toutes les 4. Quoi. Alors je reviens à l'endroit où on s'est quitté la dernière fois. Tu étais dans un cheminement, tu sentais que la vie allait reprendre le dessus après la perte de Joseph et t'es tombée enceinte d'Alban. Ouais. Je voulais savoir quand, avec ton mari, vous aviez commencé à envisager de faire un autre enfant. Est-ce que ça a été évident pour vous deux ou difficile ? Est-ce que ça a pris du temps pour lui et pour toi ? Ah, écoute, je crois que c'est très immédiat en fait. J'ai l'impression que quand je sais pas si je suis toute seule ou pas, mais j'ai entendu beaucoup de récits et je pense que je suis pas la seule, mais ne serait-ce que physiquement, je crois que quand on perd un bébé, on a assez vite, immédiatement, le besoin de se remplir une nouvelle fois de vie, de la vie. Et je suis pas sûre qu'on se soit vraiment posé la question. Je pense que ça a été très naturel. Je pense que physiquement, on avait besoin
immédiatement après l'accouchement de Joseph de se rapprocher. Donc c'est quelque chose qui a repris immédiatement après l'accouchement dans les jours qui ont suivi. Et je crois qu'en fait on est nourri par l'idée de recommencer. Sans avoir besoin de vous le dire. Ouais, sans avoir besoin de nous le dire, je pense que c'était assez évident. J'ai pas le souvenir qu'on se soit posé la question. Je crois que c'était évident pour moi et je crois qu'en fait c'était assez évident pour lui aussi. Donc ça s'est fait tout seul. Évidemment, il n'y a pas eu de sujet d'attente ou de reprise de contraception ou quoi que ce soit. Ça s'est fait assez vite avec finalement la peur au ventre que de pas y arriver une autre fois, quoi. Alors que bon, on y était déjà arrivé 3 fois, donc il n'y avait pas de raison que ça fonctionne pas. Mais la peur que ça n'arrive pas. Et puis petit à petit, bah oui, je crois qu'on s'était parlé. Ça devait faire 6 mois que c'était arrivé et les jours se suivaient et la vie reprenait. Alors c'est difficile parce que on finit par ne penser plus qu'à ça à un moment donné et ça devient un peu obsessionnel. Donc toi, le projet, il était là dans ta tête. Ah oui, le projet, il était là dans ma tête et c'était difficile de pas être hyper attentive à tous les signes que mon corps me donnait, chaque cycle, etc. C'était très très difficile de lâcher prise sur ce sujet-là. Hein. On entend beaucoup, faut pas y penser, moins t'y penses, mieux ça marche, ce qui est très difficile à supporter parce que c'est quand même très très difficile de pas y penser. Mais bon, ça a été assez obsessionnel. Et puis finalement, en fait, comme pour Charlotte et Agathe, c'est l'été quand tout le monde est comblé et quand tout le monde se repose et que tout le monde lâche un peu prise, que ça fonctionne, quoi. Donc c'est à la rentrée qu'on s'en rend compte. Ça vient nous combler pas mal, ouais. Il a été surpris, ton mari ? Il a été surpris, je sais pas, parce que je pense qu'il me voyait déçu et que quelque part, il était aussi à chaque cycle. Donc, surpris, positivement surpris, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Très bonne nouvelle. Non, c'était une très bonne nouvelle, même si on était très très prudents, mais c'était une très bonne nouvelle, ouais. Justement, comment tu vis cette grossesse à partir de là ? On est très heureux sur le coup, très très heureux sur le coup. Et après, très vite, il y a à nouveau tous ces sujets de peur, de fausse couche d'abord, avec tests sanguins tous les 2 jours, je pense, pendant 1 mois. Je crois que j'ai fait ça vraiment tous les 2 jours, dans plein de labos différents, pour pas me faire repérer, pour pas avoir l'air ridicule, exactement. Et puis après, on est toujours dans l'étape d'après. Donc tout ce premier trimestre, il est dans l'attente de l'échographie T1 pour s'assurer que tout va bien. Alors bon, moi j'ai quand même fait pareil. Je pense que tous les 3 jours, je faisais une échographie pour surveiller que ça fonctionnait bien. D'abord qu'il y avait un cœur, puis que ça continuait. Puis je crois que j'ai pointé mon nez chez toutes les sages-femmes échographistes de la métropole du l'Oise. Donc voilà, c'est pareil. C'est chaque jour une différente, chaque 3 jours une différente. Voilà, ça a été beaucoup dans l'attente, avec l'attente d'abord de la première échographie, puis ensuite l'attente du premier mouvement. Et en fait, jamais aucune étape ne nous satisfaisait, enfin en tout cas ne me satisfaisait complètement, parce que j'avais toujours peur que, en fait, on a appris que ça pouvait s'arrêter à chaque instant et même à la fin. Donc la peur était toujours là. Oui, parce que je rappelle que Joseph, son cœur s'est arrêté à 8 mois de grossesse, c'est ça, hein ? Ouais, absolument. Donc finalement, t'as eu besoin d'être rassurée tout au long de ta grossesse. Tout au long de la grossesse, et après c'est inscrit en nous. On apprend que de toute façon, tant qu'on n'a pas notre bébé dans les bras et qu'on n'a pas accouché et qu'on ressort pas de la maternité avec un bébé en bonne santé, et je suppose qu'en plus, bon, il y a encore tout un tas de choses qui peuvent arriver à la suite, mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas arrivé au bout, en tout cas, c'est difficile de lâcher prise. Tu m'as dit quand même que statistiquement, tu disais, bon, ça va pas nous tomber 2 fois dessus. Oui, il y a une forme de confiance qui se réinstaure, parce qu'on a les ressources pour avoir confiance, etc. Mais c'est très étrange, parce que à la fois, il y a au fond une confiance qui dit tout va bien se passer cette fois-ci, et que ça n'empêche pas d'avoir des accès de panique à des moments où je sens déjà mon bébé, mais où un soir en me couchant, je sais pas, il y a pas de mouvement, je sens pas, et en un instant tout s'emballe et c'est la panique qui revient et on s'écrit le scénario d'un départ aux urgences et d'une mauvaise nouvelle et de rebelote, on recommence, etc., etc. Alors que tout va bien et qu'on peut continuer d'avoir confiance, mais c'est vrai que, et ça c'est arrivé souvent pendant la grossesse, beaucoup. Comment tu faisais pour la refaire bouger? Ah écoute, des changements de position. Quand elle était un peu plus grande, du sucre, ils nous disent, on lit beaucoup qu'il faut manger du sucre et voilà. Et puis bon, un peu de massage de ventre, etc. Oui, et on finit toujours par y arriver, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu voyais encore ta psy à cette époque-là, parce que tu avais vu quelqu'un après la perte de Joseph? Ouais, j'étais encore pas mal suivie. J'ai continué et j'ai vu ma psy pendant
toute la période entre le décès de Joseph et le début de la grossesse suivante, de la grossesse d'Alban. Et j'ai continué de l'avoir régulièrement, moins souvent, mais régulièrement, quelque chose comme une fois tous les 15 jours, une fois par mois, pendant toute la grossesse d'Alban, jusqu'à l'accouchement et encore un petit peu après, quoi. On a bouclé toute la boucle. Ça te faisait du bien? Ouais, ça me faisait du bien, c'était important. Alors après, on a élargi nos discussions, etc. Et on n'était plus forcément focus que là-dessus, mais c'était important pour moi d'avoir ce socle. Et je pense que c'est une des personnes qui m'a beaucoup aidée, beaucoup guidée. Et je pense que elle a fait partie de mon sauvetage au moment de Joseph. Et c'était important pour moi, c'était un repère en fait pour moi à ce moment-là. Et c'était important de continuer de l'avoir jusqu'à la naissance d'Alban. Est-ce que vous avez demandé le sexe? On a demandé le sexe, oui. Alors moi, j'ai toujours besoin d'être en contrôle. Donc j'ai besoin de savoir toujours. Et là, c'était important. On a demandé le sexe dès la première échographie. Alors, j'avais même, comme je faisais pas mal d'échographies, j'avais même déjà commencé à regarder et je dois dire que je commençais à être assez experte. Je commençais déjà à l'époque à être assez experte de ça. Donc j'avais déjà le sentiment que c'était probablement une fille, mais j'avais besoin de cette confirmation et je crois que j'étais au fond... j'avais très envie que ce soit un garçon. À ce moment-là, probablement... peut-être pas pour les bonnes raisons, mais j'avais besoin de réanimer ce souvenir de Joseph et de me dire que c'était un garçon, etc., etc. Et en fait, lors de cette échographie T1, notre gynéco nous a confirmé que c'était une petite fille. Et je crois que je suis sortie très heureuse parce qu'elle était en forme, etc. Mais je crois que j'étais assez déçue que ce soit pas un garçon à ce moment-là. Et je crois que j'ai mis... mon mari était plutôt content et de toute façon, il accueille toutes ces nouvelles-là avec beaucoup de joie et beaucoup de recul, beaucoup d'apaisement et beaucoup de gratitude. Donc, de toute façon, il était très heureux. Moi, je crois que j'étais quand même assez déçue et je crois que j'ai mis probablement quelques jours à m'en remettre. Aujourd'hui, avec le recul, je suis hyper contente que c'était une fille et je pense que c'était plutôt mieux pour pas revivre la même chose et se projeter dans une forme de remplacement, etc. Je pense que c'était très bien que ce soit une fille, mais sur le coup, j'ai mis quand même quelques jours à m'en remettre, oui, en effet. Comment tu prépares la naissance d'Alban? Est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises avec l'équipe médicale pour déclencher ou pour juguler ton angoisse à l'approche du terme? Écoute, je crois que j'ai vu ma gynéco assez régulièrement. Et puis, à partir du 3e trimestre, on a mis en place une forme de suivi par monitoring 1 fois par semaine, en étant tout à fait consciente que de toute façon, entre deux monitos, il pouvait bien se passer quelque chose de dramatique et que ça n'empêcherait pas. Mais c'était une forme de réassurance pour moi qui était importante. Et elle m'avait dit qu'effectivement, dans le dernier mois, de toute façon, je crois qu'ils font jamais avant parce qu'on considère quand même que il faut aller jusqu'à, je sais plus, je crois que c'est 37. À partir de 37, on considère que t'es plus ou moins à terme. Mais effectivement, moi, c'est à 39 qu'on a senti, enfin, en tout cas que moi, j'ai senti que c'était le moment parce que je commençais à avoir l'impression que chaque jour de plus, on prenait un risque, en fait. Donc, ça commençait à être long et donc j'ai commencé à mettre en place pas mal d'acupuncture, etc., pour pouvoir essayer de déclencher un peu les choses. Voilà, on n'est pas allé au-delà de ça, mais c'était important de pouvoir avoir le sentiment d'avoir un peu de pouvoir pour qu'on arrive au bout, quoi. Et alors, l'acupuncture a fonctionné? Écoute, oui, je suis allée, je devais être à 39 semaines. Enfin, oui, pas seulement, j'ai envie de dire, parce que je suis allée faire une séance d'acupuncture en salle de naissance avec une sage-femme qui avait l'habitude de faire ça. Je devais être déjà, comme c'était une 4e grossesse, je devais être déjà à 1 ou 2 centimètres d'ouverture, mais rien n'avait commencé, etc. Et donc, elle m'a fait une séance d'acupuncture dans une salle de naissance. Elle a vérifié après si quelque chose avait bougé. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a fait affreusement mal. Et j'ai compris après coup qu'elle avait fait un décollement des membranes sans me prévenir, sans rien. J'aurais sans doute pas dit non. Ouais, j'ai compris parce que j'ai eu vraiment très très mal, que j'en étais pas à mon premier toucher vaginal pour voir où en était le col, etc. Et que je savais que c'était pas censé faire cette douleur-là, qu'elle est ressortie avec du sang sur ses gants, etc. Et j'ai pas compris du tout immédiatement. Et puis je pense qu'on n'est jamais préparé à ça, donc on n'a jamais la bonne réaction au bon moment. Et d'ailleurs, peut-être que si elle m'avait demandé si je voulais ça, j'aurais probablement dit oui, puisque j'avais envie d'arriver au bout, etc. Ouais, je sais plus, on était en 2022, du coup, je trouve que faire ça en 2022 encore, sans prévenir, sans rien, c'est quand même assez fou. Et je m'en suis rendu compte après, parce que on s'est donné, alors ça devait être à 16 ou 17 heures, on s'est donné rendez-vous le lendemain matin à la maternité pour probablement un déclenchement. Et en fait, compte tenu de ce geste-là, spontanément, dans la fin de la nuit, j'ai commencé à avoir des contractions et le travail a démarré le lendemain matin à 7 ou 8 heures. Donc, je me suis douté que c'était pas juste la séance d'acupuncture. Voilà. Donc voilà, et finalement, comme j'avais rendez-vous le lendemain matin à la maternité, on y est allé.
alors que ça venait de commencer spontanément à la maison et je sais pas, j'ai pas eu le recul pour me dire en fait t'as plus besoin d'être déclenché, donc fais ton pré-travail à la maison. C'était un peu dommage, donc je suis allée directement à la maternité et on a fait le pré-travail en salle nature, en salle nature, ouais, exactement, en salle nature parce qu'on avait un projet tout doux et plutôt physio, etc. Donc on a pris notre temps, on a fait notre pré-travail en salle nature, tout en douceur, etc. C'était plutôt tout doux, tout chouette, même si... T'étais sereine? Ouais, j'étais plutôt sereine, j'allais dire, même si on avait hâte que ça se termine, mais je suis même pas sûre, en fait. En fait, je trouve que c'est des moments tellement magiques, tellement fous, et je l'ai fait 5 fois, et je trouve que c'est toujours des moments incroyables, parce que justement, moi qui suis quelqu'un qui a vraiment besoin de contrôle et de maîtriser, c'est les seuls moments que tu peux pas anticiper, ni dans quand est-ce que ça commence, ni dans le déroulé, ni dans comment ça se termine finalement. Donc je trouve ça assez magique et t'arrives à lâcher, toi? Bah en fait on n'a pas vraiment le choix, donc j'arrive à lâcher relativement facilement. Ouais, j'étais sereine, j'avais hâte, mais j'étais dans ma bulle. On était là tous les deux dans notre bulle, c'était plutôt chouette jusqu'au moment où je commençais à avoir, je sais pas, ça avait dû commencer vers 8h et il était 10 ou 11h et je me suis dit, je vais essayer de prendre un bain pour soulager un peu parce que je commençais à avoir assez mal, même dans le dos, etc. Et impossible de trouver ma position, une position qui allait bien dans la baignoire. J'avais vraiment très très mal, donc je suis restée un petit moment. Et puis après, j'ai quand même demandé une petite péri parce que ça commençait à devenir très difficile. Donc là, on a basculé en salle de naissance. J'ai eu une petite péridurale douce, légère, qui m'a permis de me reposer un peu pendant 1 heure, je pense. 1 heure et demie, je ne sais plus. Et puis au moment où je ressentais un peu de douleur, où je me suis dit, je prendrais bien une deuxième petite dose, là, j'ai appelé et en fait, le temps qu'elles arrivent, j'ai senti qu'elle arrivait, quoi. J'ai senti que ça poussait, etc. Donc j'ai senti qu'elle arrivait tout de suite. Donc les sages-femmes sont arrivées et Alban est née. On a une merveilleuse vidéo de cette naissance. Alban est née tout en douceur, sans tellement que j'ai à pousser, en fait. J'ai respiré, elle est arrivée hyper vite, hyper en douceur. J'ai bien ressenti les choses parce que du coup, j'arrivais en fin de péri, donc j'ai bien ressenti les choses et c'était assez magique. Et c'est vrai que sur cette vidéo que je regarde encore régulièrement, je me rends compte que quand je la remonte sur moi, la première chose que je dis, c'est on a réussi, on y est arrivé. Comme une forme d'étape et de libération de c'est bon. On a réussi, elle est là, elle est en bonne santé. Moi aussi, enfin, on y a droit et tout va bien. C'est une vraie forme de soulagement. Il n'y a pas eu de souvenirs douloureux qui sont venus un petit peu pendant le travail, tout ça, parce qu'on est souvent, on compare souvent nos accouchements d'une année à l'autre et d'un enfant à l'autre. Et là, ça allait. T'avais pas trop de souvenirs difficiles à gérer pendant cette naissance? Non, j'avais pas de souvenirs difficiles à gérer. J'étais dans la même maternité, etc. Donc des souvenirs, il y en avait. Il y avait des souvenirs de Joseph, mais il y avait des souvenirs aussi de la naissance des grandes. Et comme Joseph avait quand même été un accouchement relativement paisible, c'est vraiment l'issue qui est très différente parce qu'on a un bébé qui pleure, qui fait du bruit, qu'on est dans la joie et que c'est pas le silence dont on se souvient. Il y a pas eu de souvenirs désagréables. Il y a eu quand même la crainte d'arriver au bout comme il faut. Je me souviens que elle est arrivée tellement vite en fait sur la deuxième partie de l'accouchement que son cœur a ralenti et je me souviens qu'à un moment donné la sage-femme m'a dit écoutez très douce, etc. Elle m'a dit écoutez on va voir comment ça évolue mais il est pas impossible qu'on passe en césarienne parce qu'elle ralentit. Et c'est vrai qu'on est quand même très soumis au bruit de ces monitos et au bip bip et dès que ça passe en dessous, au-dessus, etc. On a quand même un petit stress. Et là, j'ai quand même eu peur à un moment. Et en fait, elle est arrivée tellement vite et tellement spontanément que dès qu'elle est arrivée, la sage-femme m'a dit, en fait, c'est pour ça qu'elle a ralenti un peu. C'est parce que tout allait très vite et tout s'est bien passé et il n'a pas été nécessaire de faire quoi que ce soit de plus médicalisé ou de plus urgent, etc. Mais j'avoue qu'à un moment, j'ai eu un petit moment de doute en me disant, j'espère qu'on va pas passer encore au travers d'un truc difficile. Est-ce que le retour à la maison et le postpartum se sont bien passés? Est-ce que tu l'as bien vécu? Ouais, ça s'est hyper bien passé. Je pense que... Alors, j'ai fait mes 3 petits jours à la maternité parce que c'était ma bulle et que j'en avais besoin et que je trouve que c'est toujours très important de prendre le temps, etc. Surtout quand il y a des aînés, j'ai envie de dire, faut prendre le plus de temps qu'on peut. Donc, j'ai fait mes 3 petits jours à la maternité et ensuite, j'étais contente de rentrer chez moi. Eh bien, Alban a intégré, on a été encore dans la même maison, donc Alban a intégré la chambre de Joseph, qui était devenue la chambre d'Alban parce que entre-temps, elle avait
été un bureau et puis elle avait été réaménagée pour Alban ensuite, plutôt dans des tons relativement similaires à ce qui était prévu pour Joseph, en tout cas des tons doux, etc. Mais quand même différemment. Et elle a intégré cette chambre avec beaucoup d'apaisement en fait. Les grandes étaient très heureuses de voir arriver leur petite sœur et de pouvoir pouponner un peu, nous aussi. C'était chouette, c'était mignon et c'était important de les laisser aussi participer et de pas surprotéger Alban avec des doucement, attention, chute, ne la touche pas, etc. C'était important pour nous de les faire participer parce qu'elles avaient aussi vécu ce drame avec nous et que c'était important de recréer quelque chose de plus vivant, de plus chaleureux, etc. quoi. Donc voilà. Alors Alban, elle a pas encore 1 an quand une autre petite surprise débarque. Tu découvres que tu es enceinte. Bon là, c'était pas prévu. Tu peux me raconter comment tu l'as découvert ? Alors écoute, c'était pas exactement prévu au programme, non en effet. Alban grandit Toi, à la base, 3, bien. c'était bien, hein, ta famille. Bah oui, c'est ce qu'on s'était dit en fait. Moi, je viens d'une famille où j'ai une sœur aînée, on est 4. C'est le modèle pour moi plutôt assez normal. On a eu Charlotte et Agathe coup sur coup, ce qui fait que peut-être qu'il m'a manqué un peu le temps d'en profiter de façon posée, etc. Donc après la bataille, on avait décidé d'avoir un petit 3e. Puis bon, compte tenu du décès de Joseph, comme on a dit, on s'est tout de suite projeté pour continuer. Et donc Alban est arrivé, mais là, il avait jamais été question de devenir une famille très nombreuses, donc voilà. Je me souviens plus très bien de comment j'ai traité ou comment je n'ai pas traité le sujet de la contraception, plus exactement. Mais c'était pas encore... je crois qu'on faisait attention, mais j'étais pas encore prête à... J'avais eu une mauvaise expérience de stérilet auparavant. Pour autant, j'étais pas encore prête à reprendre une pilule de façon systématique quotidienne. Quand j'ai accouché d'Alban, sur le coup, je me suis dit... Mais déjà à la maternité, je me suis dit c'est tellement chouette que je pourrais en refaire un autre. C'est ce qu'on se dit à la maternité, qu'on se dit tout de suite, 3 mois après. Là, mon mari m'a tout de suite dit non. C'est bon, on est au complet. Donc voilà, on est rentré. Je crois que j'étais encore dans une bulle assez joyeuse, assez positive, en me disant si quand même, pourquoi pas et tout. Et en fait, quand Alban a grandi un peu et qu'elle a eu 3-4 mois, qu'elle a commencé à dormir, etc. Je me suis dit non, là c'est bon, on est bien. Je vais me remettre à bosser et on est bien, quoi, voilà. Elle a eu, je sais plus, elle devait avoir 9 mois. Oui, elle a 9 mois puisque les deux ont 18 mois d'écart. Donc elle a 9 mois quand on part en week-end. On part en week-end à Honfleur chez des copains et je me dis j'étais d'une humeur assez moyenne, je pense. Et je saigne. Et je me dis, voilà, j'ai mes règles, tout s'explique. Et donc, je dis à mon mari, j'ai mes règles, c'est tout. Et le week-end se passe. Et franchement, ça démarre pas tout à fait comme d'habitude. Bon, donc je laisse aller un jour, 2 jours. Puis le dimanche soir, je rentre. Je me dis quand même, c'est un peu étrange, ça démarre pas franchement. Et je sais pas pourquoi, le lundi, tout le monde repart à l'école, à la crèche et au travail. Et je me dis, je vais quand même faire un petit test. On sait jamais. Je pense que je devais sentir qu'il y avait un truc différent de d'habitude. Et je fais ce test, qui est les tests Clear Blue digital, avec très bien inscrit les choses, enceinte, pas enceinte, le timing, etc. Et le test tourne, petit sablier, etc. Et m'affiche un petit livre de genre, reportez-vous à la notice. Et une fois n'est pas coutume, j'en avais acheté qu'un. Donc j'étais quand même bien embêtée. Je me dis, c'est ma veine. Donc je retourne à la pharmacie racheter d'autres tests. Et là, j'en prends plusieurs. Et en fait, je refais un autre test, un test bandelette, quoi, que je lis négatif. Je lis négatif, je le vois négatif, je pars faire autre chose. Et je m'interromps dans ce que je fais avec la visualisation du test de grossesse. Et là, je me dis, mais en fait, il n'est pas du tout négatif. Il est même complètement positif. Et j'en refais un autre qui était positif aussi, évidemment. Et je me retrouve là, un lundi matin, dans ma cuisine, avec mes tests de grossesse positifs, avec Alban qui a 9 mois, avec l'idée que on avait fini tout ça. Et je me dis, qu'est-ce que je fais de cette info ? Et en fait, j'étais quand même très heureuse parce que c'est toujours une chance, quoi. C'est toujours de très bonnes nouvelles. J'étais plutôt très heureuse, mais j'étais dans l'attente d'échanger avec mon mari sur qu'est-ce qu'on faisait de cette information et est-ce qu'on est raccord ou pas, quoi. Donc la journée se passe et j'avoue que j'étais un peu comme une pile électrique. Et je me suis dit, je vais pas l'appeler en plein milieu de sa journée de boulot, je vais quand même attendre la soirée. Et en fait, c'est vrai que c'était très ambivalent parce que la grossesse de Joseph, je l'avais vécue un peu comme la dernière. On savait que c'était le 3e, qu'on n'en ferait pas d'autres, il n'y avait pas de sujet. Donc j'avais tout vécu
comme la dernière échographie, le dernier accouchement, etc., etc. Et finalement, la grossesse d'Alban, j'étais tellement focus sur les angoisses et gérer les angoisses et est-ce que les nouvelles sont bonnes au fur et à mesure, est-ce que chaque étape se passe correctement, etc., que je ne l'ai pas vécu comme la dernière grossesse. Et je pense que c'est pour ça que quand j'ai accouché, je me suis dit, au début, je me suis dit, pourquoi pas recommencer? Il n'y a pas eu cette forme de c'est la dernière fois. En tout cas de le noter. Donc là, c'était un peu... c'était une journée assez étonnante. J'ai patienté toute la journée. Et quand mon mari est rentré, on s'est occupé des trois grandes. Et une fois que tout le monde était couché, je lui ai dit très simplement, j'ai quelque chose à te dire. On s'apprêtait à dîner, à se préparer à dîner. Et je lui ai dit, il y a un truc dont il faut que je te parle. Et je pense qu'il a imaginé que j'allais lui dire que, je sais pas, il n'avait pas été agréable à tel ou tel moment, ou qu'il faisait ci ou ça de travers, enfin un bon truc de couple très banal. Et il m'a répondu, je suis pas sûre d'avoir envie d'entendre ce que tu as à me dire. Très gentiment au demeurant, mais voilà. Et donc je rigolais quand même un peu intérieurement. Et je lui ai dit, je suis enceinte. Et en fait, il y a eu un très court temps d'arrêt. Il a bloqué un peu. Et un quart de seconde plus tard, il avait le sourire jusqu'aux oreilles et il m'a dit « Tu déconnes ». Et je crois que là, il y a une forme de soulagement et qu'on a su tous les deux que, en fait, il adore ça aussi. Bah oui, il adore ça. Bien sûr qu'il adore ça. Ça se voit. Bien sûr qu'il adore ça. Je précise que je vous croise à l'école parce qu'on est à la même école et qu'on voit bien qu'il adore ça. Voilà. Et bah, il y a eu une forme de soulagement et on a tous les deux su qu'il n'y avait pas de sujet, en fait, et que cette grossesse allait... c'est parti. Voilà, exactement. Exactement. Donc, bah, c'était reparti pour un tour. J'étais plutôt sereine, mais toujours assez dans le contrôle, avec tout un tas d'échographies, de prises de sang, de tout ça, pour être sûre qu'il n'y avait pas une fausse couche qui se tramait. J'ai eu un petit doute d'ailleurs un jour, parce que le taux évoluait très bien, et un jour un peu moins. Et je me suis dit, ça y est, c'est la fin des haricots. Et j'étais très, très triste de me dire que ce projet-là, il allait sans doute pas arriver au bout, et que peut-être que toute mon histoire de maternité et toute notre histoire de maternité allait se terminer sur une fausse couche. Ça me rendait profondément triste. En fait, il en était rien et tout allait bien. Donc voilà. Mais donc, j'avais fait quand même pas mal d'échographies avant la T1 et j'avais pas mal analysé. Et je commençais encore une fois à avoir une bonne lecture de tout ça. Et je pense que je savais que c'était encore une fille. Et j'étais assez contente de ça. Et je trouvais que là, pour le coup, 4 filles, c'était quand même assez chouette. J'attendais plus de garçons. Et c'est surtout, je pense que j'avais évolué et que mon fils, c'est Joseph, il y en a un et c'est tout. Il est là, il existe dans cette famille, il a sa place. Et donc maintenant, c'est OK d'avoir une fille. Et donc, quand on a eu cette confirmation, on était tous les deux hyper contents. Et je trouvais que 4 filles, ça claquait pas mal. C'était plutôt assez cool. Tu m'as dit avoir pensé à ce moment-là que cette 4e fille, ce 4e enfant, c'était peut-être un petit cadeau de Joseph de là-haut pour éviter à Alban d'occuper seule une place de l'enfant d'après. Est-ce que tu avais cette crainte quand même qu'il y ait un surinvestissement sur Alban ou qu'il y ait une sorte de poids qui pèserait sur elle? Oui, complètement. Alors, le surinvestissement, il existe. Qu'on soit clair aujourd'hui, Alban, elle a une place particulière dans la famille. Okay. Je pense qu'elle a reçu beaucoup, et elle reçoit encore beaucoup d'amour, comme les autres, bien sûr. Mais voilà, elle a quand même une place d'enfant arc-en-ciel. Ça se sentait à ce moment-là, en tout cas. Ça se sentait avant l'arrivée de Colette, etc. beaucoup. Et elle est venue guérir quelque chose. Donc, et ça, on peut pas l'occulter, quoi. Donc voilà. Et j'ai tout de suite pensé, quand je suis tombée enceinte de Colette, je me suis tout de suite dit que c'était effectivement un geste de Joseph qui voulait éviter que sa petite sœur Alban puisse se dire toute sa vie si mon frère était pas mort, je serais pas là. Il y a une suite et il y a une fratrie multiple et chacun a sa place et chacun a une bonne raison d'être ici qui n'est pas liée à son décès finalement, quoi. Je pense que c'est comme ça en tout cas que je l'ai toujours perçu. Je l'explique vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand je suis tombée enceinte de Colette et ce que je pense encore aujourd'hui. Donc Colette, elle a 10 mois, là ? Colette, elle a 10 mois, absolument. Quelle place occupe Joseph aujourd'hui dans cette fratrie ? Comment tu cultives le souvenir ? Est-ce que vous en parlez encore ? Est-ce qu'il y a des rituels avec ton mari ou avec les enfants ou toi toute seule ? Joseph a une vraie place dans la famille. Ses grandes sœurs parlent régulièrement de lui, le compte quand elles font le compte de combien on est, de combien il y a de garçons dans la famille et de combien il y a de filles dans la famille, etc. Elles viennent avec moi régulièrement au cimetière. Alors jamais quand il pleut, parce que j'ai toujours dit que j'irais jamais quand il pleut, donc je n'ai jamais mis un pied chez Joseph quand il pleuvait. On dit chez Joseph ? Ouais, on dit chez Joseph. Ouais, exactement.
C'est mignon. Et on y va régulièrement et elles en parlent régulièrement et elles savent qu'elles ont un petit frère, elles en parlent à l'école, etc. Donc sans problème. Alban, je lui en ai parlé dès qu'elle a été toute petite, en sortant de la maternité. On est allé voir Joseph pour qu'ils se rencontrent. Je lui en parle régulièrement. Là, elle a l'âge où elle commence vraiment à se rendre compte. Elle a 2 ans et demi, donc elle commence à parler bien, etc., etc. Et donc, elle dit maintenant, mon petit frère, c'est Joseph, etc. Donc, C'est son grand. mon grand frère, oui, elle dit mon grand frère, c'est Joseph. J'étais encore sur les grandes. Elle dit mon grand frère, c'est Joseph, etc. Et je pense qu'elle apprendra en grandissant cette histoire-là avec plus d'éléments et plus de précision. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Et Colette, de la même façon, quand elle est née, je pense que la semaine qui a suivi, on est allé voir Joseph, d'abord toutes les deux, je pense, et puis ensuite tout ensemble, etc. Et elle saura de la même façon qu'elle a 3 grandes sœurs et un grand frère, quoi. Donc, il est là avec nous. On a toujours des anniversaires qui sont plus ou moins difficiles en fonction des années, en fonction de l'état d'esprit. C'est vrai que l'année dernière, j'étais enceinte de Colette et Colette, elle avait quasiment le même terme que Joseph à quelques jours près. Donc, quand j'ai passé les dates de décès et de naissance de Joseph avec Colette, qui avait au même stade de grossesse, j'avoue que c'était quand même assez difficile de pas se projeter, etc. C'était assez douloureux. Ça a été une année, franchement difficile. Là, on s'apprête finalement à rentrer dans cette période de date-là. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais c'est joyeux et alors, on fête pas l'anniversaire de Joseph comme un autre anniversaire. On fait pas un gâteau, on souffle pas des bougies, etc. Mais on parle de lui. On a régulièrement le souvenir de lui, il aurait tel âge. À chaque rentrée, je me dis, là, il serait rentré dans telle classe, etc., etc. Et je trouve que en tout cas, c'est important pour moi. Je pense que c'est important, évidemment, pour mon mari. Je pense que c'est important pour ses sœurs aussi de continuer d'en parler, quoi. Tu m'as dit que tu avais cette peur un peu qu'il soit oublié avec les années, qu'on s'en rappelle plus. Toi, qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu as besoin de regarder aussi de temps en temps? Oui, on a peur que ça s'estompe. En fait, on sait que le souvenir, s'il n'est pas ravivé régulièrement, il s'estompe. Même dans notre mémoire à nous, les gens qu'on perd, on s'en souvient toujours, mais on a parfois des visuels qui deviennent un peu plus flous, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un peu vertigineux pour moi. C'est drôle parce que j'ai aussi peur d'oublier la douleur et que c'est toujours important pour moi, d'ailleurs ça se fait naturellement, mais c'est toujours important pour moi de me reprojeter sur les moments de drame et de ressentir cette douleur-là pour me souvenir que ça a bien existé et qu'il est là. C'est très important. Culpabilité de ne plus souffrir, forcément. Oui, complètement. Ouais. De plus souffrir et d'oublier complètement. Et alors, on apprend à vivre avec le temps. C'est comme les premiers sourires juste après les drames, les premiers sourires, les premiers fous rires, etc. On culpabilise énormément. Et en fait, ça s'estompe, mais ça existe toujours. Tout est toujours... tous les sentiments de joie sont toujours assez ambivalents parce qu'on sait ce qu'il y a derrière et qu'il y a soit de la tristesse, soit de la culpabilité, etc. Ça s'efface pas. Mais moi, j'ai toujours des photos de Joseph que je vais voir régulièrement parce que d'une part on avait pris des photos en salle d'accouchement, en salle de naissance, donc j'ai des photos de Joseph sur moi juste après son accouchement, donc ça je les regarde régulièrement dès que j'en ai besoin, etc. Ensuite j'ai une petite clé USB que m'avait remise la sage-femme après le décès de Joseph, avec des photos. Elles font toujours ça, je pense, dans ce type de cas, avec des photos juste avant la mise en bière. Elles prennent quelques photos qu'elles mettent sur une clé et puis elles font aussi les empreintes des pieds des bébés. Donc j'ai 2 petites empreintes des pieds de Joseph que j'ai à différents endroits parce que j'en ai fait plusieurs tirages. Donc ils sont encadrés à la maison, bien sûr. Ils sont en fond d'écran sur mon téléphone. C'est important pour moi de voir ça régulièrement. Donc voilà, je me reporte à ça régulièrement. Ça me fait du bien de le voir et de me refrotter au souvenir de la douleur de ce moment-là régulièrement. Je voulais terminer sur ce que tu m'as dit. Je me sens chanceuse, reconnaissante et enrichie. Ouais. En quoi cette épreuve t'a enrichie? En quoi elle vous a apporté à toi et à ton mari? Écoute, c'est ça qui était important pour moi. Il y a effectivement l'archive, on en a parlé au début de l'épisode, mais il y a aussi l'idée qu'aujourd'hui, je me sens, et on se sent, mais là, voilà, je vais parler en mon nom à moi, mais moi, je me sens particulièrement comblée de ce qui s'est passé ces 4 dernières années. Évidemment que
on a été frappé par un truc d'une violence incroyable et que ça nous a enlevé beaucoup. Ça nous a enlevé de l'insouciance, une forme de naïveté, beaucoup de joie sur une grande période. Mais ça nous a enrichi aussi de beaucoup de choses. Ça nous a enrichi d'abord de 2 autres filles. Et c'est quand même pas négligeable. Et ça nous a enrichi humainement, personnellement, de connaissances de soi par la thérapie que j'ai faite, etc., de connaissances de soi, de connaissances de nous deux, de notre couple. Je pense qu'on a réussi incroyablement bien à traverser ça. Je suis très fière d'avoir réussi à traverser ça et très reconnaissante d'avoir réussi à traverser ça. Je pense qu'on avait avec mon mari, tous les deux séparément et tous les deux ensemble, de bonnes ressources pour survivre à ça. Et aujourd'hui, j'arrive à dire, et c'est pareil, c'est aussi très culpabilisant de dire ça, mais j'arrive à dire que je suis très reconnaissante de ce qui nous est arrivé, de la vie telle qu'elle est aujourd'hui et de Joseph pour ce que sa mort nous a apporté, parce que je me sens comblée, qu'on est profondément heureux. C'est difficile d'assumer ça parfois, mais on est aujourd'hui profondément heureux d'avoir 4 filles qui sont en pleine santé. Et j'ai toujours été, finalement, même s'il y a eu des semaines et des mois pendant lesquels je ne cessais de répéter que je m'en remettrais jamais, j'ai toujours été quelque part assez convaincue que la vie reviendrait, que la joie reviendrait. Et on y est aujourd'hui. Il nous manque rien, mais incluant Joseph, c'est-à-dire que malgré ce qui s'est passé et malgré cet épisode dramatique, on est au complet, incluant ce drame-là. Et c'est très important pour moi. Tous les jours, je me dis qu'on a de la chance. Alors peut-être que des drames, on en vivra d'autres dans nos vies, mais on sera aussi armés différemment compte tenu de ça. Mais on a de la chance. On s'aime profondément tous ensemble en famille et on s'aime mieux. On s'aime plus, évidemment, mais on s'aime mieux avec mon mari aujourd'hui qu'on savait s'aimer il y a 4 ans. On a appris vraiment beaucoup et on s'aime mieux, on s'aime plus fort. On est très heureux de ça et je suis très heureuse pour chacune de mes filles qu'elles aient 3 sœurs et un frère. On se serait jamais projeté là-dedans, mais on en est là aujourd'hui et c'est merveilleux. Merci. Merci à toi. Je te laisse le mot de la fin parce que le parfait. Merci, merci de m'avoir reçu une deuxième fois à ton micro. Merci de ta confiance et celle de ton mari aussi, parce que je sais qu'il n'est pas pour rien. Non, ça c'est certain. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.